Très intéressant. Le professeur Carpentier nous a rejoint. Et vous avez la parole, chef de service de chirurgie Pitié. Ouverture par ultrason de la barrière hématocéphalique pour la diffusion de chimiothérapie et le traitement des glioblastomes. On vous écoute. Monsieur le Président, merci, chers confrères, chers collègues, surtout. Merci de m'accueillir pour que je vous présente mes travaux sur les ultrasons pour ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Vous connaissez, je fais 2-3 petits rappels. C'est une barrière vasculaire qui est particulièrement étanche à 99% des molécules et des médicaments. Pour quelles raisons? Pour nous protéger de maladies de dépôt, pour protéger de toxines éventuelles qui pourraient être néfastes pour le cerveau. Cette barrière, qui est donc une triple épaisseur vasculaire, est à la fois une barrière physique, une barrière chimique et une barrière métabolique. La barrière chimique, entre guillemets, est principalement assurée par ce qu'on appelle des pompes effluves, c'est-à-dire des pompes sur les cellules endothéliales qui vont récupérer les éventuelles drogues qui sont passées dans le parenchyme cérébral pour, en 20 minutes, les faire ressortir. Donc, ceci explique que nous avons énormément de difficultés à avoir une efficacité des chimiothérapies, notamment pour les tumeurs cérébrales. Ceci explique que nous avons énormément de limitations dans tout le domaine des neurosciences pour traiter des maladies telles que Alzheimer, maladie de Charcot et autres. Parce que si on a des molécules d'intérêt chez l'animal, où l'on peut les mettre à très forte dose, eh bien, chez l'homme, nous avons des difficultés pour avoir des doses efficaces. Et c'est pour ça que toutes les thérapies qui se développent aujourd'hui, par exemple, si vous regardez la maladie de Charcot ou dans la maladie d'Alzheimer, sont des molécules, sont des essais cliniques dont on envisage le traitement à peine les symptômes arrivés, donc très tôt dans la maladie, compte tenu d'une efficacité un peu faible. Il y a eu, ce tableau n'est pas à lire, mais c'est pour vous montrer, toutes les lignes représentent des grands projets, mais des monstrueux projets d'ingénierie chimique pour essayer de transgresser, entre guillemets, cette barrière hémato-encéphalique. Et chacun, depuis les années 2005, c'est un tableau qui recense les technologies donc pharma depuis 2005 pour essayer de traverser la barrière hémato-encéphalique. Et chacun, malheureusement, a été voué d'échec, principalement à cause des pompes et flux qui rejettent de toute façon la drogue fonctionnalisée, c'est-à-dire armée pour passer à travers un récepteur naturel. Mais les pompes et flux vont ressortir cette molécule assez vite et en plus, il va y avoir une downregulation des récepteurs cellulaires, ce qui fait que la voie de signalisation va se trouver bloquée pour les injections futures. Cette voie chimique, on a essayé aussi des voies depuis une quarantaine d'années, des voies techniques, souvent avec l'aide de chirurgiens, et vous voyez qu'il y a des voies d'injection directe, ce qu'on appelle Convection Enhanced Delivery, avec des cathéters, ou bien directement dans le cerveau, ou bien dans le liquide céphalorachidien, dans la moelle épinière, enfin dans le canal de la moelle épinière, ou bien des drogues de libération prolongée dans les cavités opératoires, de résection de glioblastomes, par exemple, mais finalement, ça se fait laver très vite par le liquide céphalorachidien. Et surtout, depuis 10 ans, on a un espoir, enfin depuis 5 ans, on a un espoir avec l'utilisation des ultrasons. En effet, les ultrasons seraient capables d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique de façon temporaire. Comment cela se passe? Les ultrasons, alors les Russes avaient imaginé ça il y a une cinquantaine d'années, mais sans utilisation de microbules, d'agents de contraste ultrasonores, qui sont des microbules, des liposomes que l'on fait circuler dans la circulation générale, injectés par voie veineuse. Et lorsque les ultrasons, lorsque ces microbules passent dans le champ acoustique, alors à ce moment-là, ils vont vibrer. Et cette vibration, on appelle ça une cavitation de ces microsomes, va pouvoir, en fait, temporairement ouvrir la barrière hémato-encéphalique par un stress viscoélastique.
Les Russes avaient montré ça il y a une cinquantaine d'années, mais sans utiliser les microbules, ce qui fait qu'ils utilisaient les ultrasons pour fragiliser, entre guillemets, le tissu vasculaire, mais aussi le tissu nerveux, ce qui était donc très toxique. Là, la nouveauté, depuis 10 ans en laboratoire et depuis maintenant 5 ans en essai clinique chez l'homme, c'est d'y adjoindre ces microbules. Et ainsi, les ultrasondes sont calculées pour être non toxiques sur les neurones, mais par contre, vont faire rentrer ces microbules en cavitation, en étirement, en contraction, en étirement, en contraction. On va les mettre en résonance. Et ça va influer uniquement sur la paroi de ces vaisseaux et ces capillaires sanguins cérébraux pour ouvrir cette barrière hémato-encéphalique. Et donc, cela donne une pénétration des molécules à peu près, enfin, c'est très variable en fonction de la molécule que vous utilisez, puisque si elle ne rentre pas du tout, elle va permettre de rentrer. Donc, l'effet multiplicateur est juste très important. Pour les molécules qui rentraient un peu, comme il y en a quelques-unes, ça permet de faire rentrer la dose de chimiothérapie, par exemple, 5 fois mieux dans le cerveau. Alors là, il y a différentes écoles pour utiliser ces ultrasons. Il y a une école à New York, qui est à Columbia, où on met un émetteur à l'extérieur du crâne et il focalise dans le cerveau. Ça a l'avantage de ne pas ouvrir, mais la zone de traitement est assez faible. Et la grande problématique, c'est que l'os crânien absorbe énormément de l'énergie acoustique, puisque l'os crânien absorbe 95% de l'énergie acoustique, et de surcroît la défocalise, c'est-à-dire la désorganise, à cause de l'irrégularité de l'épaisseur de l'os crânien. Alors, il y a une équipe et une société même en Israël qui s'appelle InsightTech, c'est le deuxième schéma, qui utilise des centaines d'émetteurs pour pouvoir converger en un point précis, et ça sous contrôle de l'IRM pour vérifier que la focalisation, c'est-à-dire la convergence de tous les faisceaux acoustiques, soit bonne et puisse espérer avoir une efficacité locale à l'endroit donné. Notre option à Sorbonne Université a été de dire, puisque ces patients sont opérés, ces patients qui sont victimes de tumeurs cérébrales sont opérés pour avoir l'histologie ou pour faire même un debulking tumoral, on va profiter de cette phase de chirurgie pour implanter des émetteurs dans l'os. Et ainsi, on s'affranchit de toute la problématique d'atténuation acoustique par l'os. Donc là, c'est notre travail ici sur la piquée salpêtrière où on a mis en place, on a dessiné, développé et créé cet implant que vous voyez à gauche, qui est un implant donc émetteur d'ultrasons qui est collé sous une face titane, les mèches titane que l'on utilise pour reconstruire les traumatisés crâniens. Et ce système, pour être IRM totalement compatible, ne présente pas d'alimentation propre, mais se fait connecter, s'alimente entre guillemets de façon percutanée à chaque moment où on aura besoin de faire les chimiothérapies. Donc, pendant la chirurgie, le dispositif est placé, la peau est refermée et le patient rentre chez lui comme s'il n'avait rien eu. Et lors des prochaines sessions de chimiothérapie, le système sera activé de façon transdermique, tout comme on pique un porte à 4. Là, c'est pour mettre de la chimiothérapie. Là, on pique le système pour lui apporter de l'électricité et la chimiothérapie sera mise par voie veineuse de façon traditionnelle. Voici une simulation en 3D des émetteurs qui ne tirent pas tous au même moment, mais qui sont séquencés pour pouvoir ouvrir la barrière hémato-encéphalique sur différents trajets. Et en bas, la grande vidéo, c'est une représentation schématique d'une exérèse. On a enlevé la lésion. Avant de repartir, on met le dispositif, on referme la peau. Et le patient reviendra pour ses cures des chimiothérapies, généralement 3 semaines après. Et là, vous avez un schéma là où la chimiothérapie est donnée par voie veineuse. Vous voyez les globules rouges et les microbules en blanc. Et lorsque l'on va connecter le dispositif ultrasonore de façon transdermique, comme je vous l'expliquais, il va pouvoir être contrôlé par un générateur extérieur et surtout émettre des ultrasons de façon séquentielle
pour ouvrir la barrière hémato-encéphalique à ce niveau, dans tout ce champ acoustique, c'est-à-dire dans le lit tumoral plus la portion de cerveau infiltrée par ces cellules tumorales, pour avoir une meilleure distribution de la chimiothérapie, une meilleure pénétration de la chimiothérapie. Nous avons fait les tout premiers patients au monde, ce qui fait que c'était un peu stressant les premières fois, dès lors qu'on savait, toutes les expériences qu'on avait faites chez les animaux nous montraient, étaient faites sous anesthésie générale. Et donc là, le but était de le faire sous anesthésie locale, et il n'y a pas eu de plainte particulière des patients sur l'infiltration, sur la sonication. Donc, voici tous nos différents travaux de recherche en préclinique sur le sujet avant de passer en clinique, à la fois sur le glioblastome avec différentes drogues, mais aussi sur la maladie d'Alzheimer, sur la sclérose latérale amyotrophique, qu'on essaye de diversifier aussi sur l'intérêt dans l'épilepsie et la maladie de Parkinson. Voici par exemple en préclinique, donc ça ce sont des résultats chez la souris, vous voyez que la pénétration à gauche, le schéma de gauche, la pénétration du carboplatine, donc chimiothérapie pour le glioblastome, est bien évidemment très élevée grâce aux ultrasons. Et la survie des modèles, deuxième image, la survie des modèles animaux souris de glioblastome, on s'en trouve prolongée. C'est vrai avec le carboplatine, qui est la partie gauche, mais c'est aussi vrai avec d'autres molécules comme les PD-L1, surtout très efficaces, qui sont les checkpoint inhibitors, c'est-à-dire les immunorégulateurs qui nous permettent de mieux nous défendre contre les cellules tumorales. Voici une étude que j'ai faite avec ma collaboration aux États-Unis sur la pénétration de paclitaxel, qui est une drogue qui est potentiellement très efficace in vitro, mais qui ne rentre absolument pas dans le cerveau, et qui nous montre chez ces souris, en effet, que nous avons bien évidemment une survie. Et voici la liste des essais cliniques que nous menons. Nous avons mené, enfin il y en a trois qui sont terminés, mais tous les autres sont en cours, à la fois sur le glioblastome, ce sont les premières lignes à la récidive, parce que c'est finalement plus simple au niveau réglementaire de pouvoir démarrer une nouvelle technologie sur une maladie qui est en échappement par rapport au traitement standard. Mais maintenant, nous avons eu l'autorisation de passer en première ligne, c'est-à-dire dès le diagnostic de la maladie. Et nous avons aussi des essais sur les métastases de mélanome, notamment pour booster l'immunité locale. Nous avons démarré un essai clinique à Necker sur les tumeurs cérébrales pédiatriques malignes. Et nous avons fait un essai sur l'Alzheimer et nous allons démarrer un essai sur la maladie de Charcot. Donc en pratique, vous voyez une intervention ici, une image d'intervention chirurgicale. J'espère que c'est assez gros. Vous voyez à la fin, au lieu de remettre l'os du patient, on met ce grille émetteur d'ultrasons et la peau est refermée. Quand il revient 3 semaines après pour sa chimiothérapie, le système est connecté de façon transdermique pendant les 4 minutes suffisantes pour envoyer les ultrasons. 4 minutes d'émission ultrasonore, ce qui va donner à peu près 6 heures d'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, donc qui coïncide parfaitement avec l'injection tranquille et lente intraveineuse de la chimiothérapie. Et vous voyez sur les images de droite, vous avez l'IRM du patient avant sonication, c'est-à-dire avant les ultrasons, avec quelques prises de contraste témoins du résidu de tumeur. Et après ultrason, vous avez le gadolinium qui rentre complètement dans le cerveau, alors que normalement, il ne devrait pas rentrer. Et nous avons une corrélation entre cette prise de contraste IRM et l'augmentation de concentration dans le cerveau. Sur les tout premiers patients qu'on a fait avec un seul émetteur actif, nous avons une survie supplémentaire, comme vous voyez, de 4 mois, l'image de droite, lorsque l'on ouvre la barrière hémato-encéphalique. C'est pour cela que nous sommes passés à plusieurs émetteurs, parce que vous comprendrez ici, quand on n'a mis qu'un seul émetteur, ça c'est un exemple de tumeur cérébrale, en haut au milieu, avec l'œdème flaire de part et d'autre, l'infiltration tumorale. Lorsque vous faites des sessions d'ultrasons, l'image d'en dessous, vous avez une régression tumorale.
Mais sur d'autres patients, on voit aussi une régression tumorale au niveau ou une non-progression au niveau de l'émission acoustique, c'est-à-dire l'endroit où on avait ouvert la barrière hémato-encéphalique, mais par contre une progression à distance. Raison pour laquelle nous sommes passés maintenant à 9 émetteurs, qui est le dispositif que je vous ai montré. On a fait sur cet essai pilote avec 9 émetteurs, un peu moins d'une centaine de sonications et quasiment très peu ou des effets secondaires, en tout cas tout à fait tolérables pour les patients. Et sur cette série de patients, nous avons prolongé la survie à 14 mois, alors que normalement, elle est à 9 mois. Donc, avec une amélioration de la survie significative, ça fait 5 mois, ce n'est pas énorme, mais compte tenu du fait que ces patients vivent normalement que 8-9 mois à la récidive, après leur première récidive, c'est un pas de franchi. Ensuite, on a fait, et là c'est plutôt aux États-Unis, qui vient d'être publié, un essai avec l'Abraxane, et qui est une autre molécule, parce que finalement nous essayons le glioblastome est une maladie avec des cellules tumorales qui sont résistantes aux chimiothérapies, mais de façon très variable. Donc, l'avenir sera en fait à des combinaisons de drogues ou bien des biomarqueurs pour prédire telle et telle chimiosensibilité, mais l'ouverture de la barrière nous permet d'envisager la possibilité de mettre toutes les drogues qui existent possibles, toutes les chimiothérapies possibles, alors qu'auparavant, il n'y en avait que 2 qui traversaient la barrière hémato-encéphalique aux alentours de 20%. Nous avons eu l'autorisation de passer en première ligne, c'est ce que je vous disais, dans le cadre d'un projet européen qui est en cours actuellement, un projet randomisé, donc 2 bras, un bras contrôle, un bras expérimental, sur lequel le patient reçoit le traitement standard, soit sans rien, soit avec ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Et entre chaque chimiothérapie, où il reçoit en plus les ultrasons, entre chaque chimiothérapie, c'est fait tous les mois, entre chaque chimiothérapie, au 15e jour, on refait une ouverture de barrière hémato-encéphalique sans drogue. Parce qu'en fait, nous avons montré, il y a différents articles de la littérature là-dessus, sur le fait que l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique permettait de transformer ces tumeurs considérées froides au niveau immunitaire en tumeurs chaudes, c'est-à-dire des tumeurs qui vont être, grâce aux ultrasons, infiltrées par des lymphocytes, par nos défenses immunitaires, alors que le cerveau est un organe qui, normalement, ne reçoit absolument pas nos défenses immunitaires. Nous avons fait un essai clinique sur la maladie d'Alzheimer. C'était une phase 1, une phase de tolérance chez ces patients qui a été bien tolérée. Et maintenant, nous envisageons de faire un essai en y associant des anticorps anti-amyloïdes ou anti-tau. Mais déjà, rien qu'avec les ultrasons, c'est ce qu'avaient montré les équipes au Canada, rien qu'avec des ultrasons, on arrive à diminuer les plaques. Alors, diminuer les plaques, ce n'est pas la belle affaire dans la maladie d'Alzheimer, puisqu'il y a finalement, on y arrive et les gens ne s'améliorent pas, mais c'est surtout diminuer les taux et les protéines d'accumulation intracellulaire. Et ce sera le challenge pour les années futures dans cette maladie pour la voie d'exploration que constituent les ultrasons. On va peut-être vous demander le temps est en train d'être un petit peu dépassé, professeur Carpentier. Je termine peut-être par notre projet qui démarre là sur la maladie de Charcot, qui a différentes causes et qui est une maladie très peu connue, et pour laquelle nous avons fait des modèles, il existe des modèles animaux chez qui nous avons ouvert la barrière hémato-encéphalique. Et grâce à cette ouverture de barrière hémato-encéphalique, la survie par ultrason, la survie des souris a été nettement améliorée. Et donc, nous envisageons de passer à un essai clinique de phase 1 aussi là-dessus prochainement. Voilà, merci. Tout ça pour vous dire que les ultrasons, qu'ils soient émis de l'extérieur ou de l'intérieur avec le dispositif implantable, constituent un vrai espoir en neurosciences. Ça va faire permettre de rentrer des molécules qui ne rentraient pas, d'utiliser un peu toute l'armada des molécules qui existent pour les explorer chez l'animal, puis après chez l'homme avec de nouveaux essais cliniques. Merci beaucoup. Bravo. C'était une superbe avancée. On vous félicite également de l'avoir initiée.
Institut du cerveau et de la moelle. Est-ce qu'il y a la place pour deux questions? On a un petit peu dépassé le temps. Alors, oui, Gérard Morvan. Comment résolvez-vous le problème? Micro, allez-y. Oui. Compte tenu du caractère extrêmement infiltrant des glioblastomes, comment résolvez-vous le problème de la délimitation de la zone à traiter? Et en post-opératoire, étant donné l'hétérogénéité du foyer opératoire, notamment la présence de liquide, comment gérez-vous ce problème? Parce que le liquide modifie la transmission des ultrasons. Alors, en fait, lorsque l'on opère avec glioblastome, on enlève toute la portion tumorale qui prend le contraste, là où il y a une barrière hémato-tumorale qui est assez faible. C'est pas ça qu'on adresse avec les ultrasons, c'est tout le cerveau qui est autour, qui est infiltré, mais qui n'a pas de néo-angiogénèse. Donc, il y a des vaisseaux normaux et donc étanches. Et donc, plus on va être large, plus on va être efficace, car on sait que les glioblastomes récidivent dans 95% dans les 2 cm du foyer opératoire. Et donc, on adresse justement ces 2 cm en périphérie de tout le foyer opératoire. Merci. Une autre question? La deuxième question, c'était sur le liquide céphalorachidien qui remplit en effet les cavités d'exérèse. Les ultrasons ne sont pas atténués par l'eau, donc en fait, les ultrasons traversent l'eau sans affectation et donc redeviennent efficaces au-delà de cette cavité. Donc, on peut adresser aussi la portion profonde des cavités opératoires. Merci Alexandre, c'est Gilles Bernard. Une question de Béotien. Est-ce qu'on peut imaginer que les cellules tumorales puissent justement faire le chemin inverse, partir du cerveau et passer dans la circulation, donner des localisations secondaires, le diamètre supérieur? Est-ce que c'est un risque potentiel ou pas du tout? Oui, ça faisait partie des dangers d'ouvrir ça, de tout le réglementaire pour lequel j'ai dû apporter des preuves avant de pouvoir faire les choses. En fait, le glioblastome ne fait jamais de greffe, même en sous-peau, au niveau cérébral ou quoi que ce soit, et n'a jamais fait de métastase ailleurs, même dans des actes de chirurgie ou autres. Donc, on avait quand même, vous voyez, dire que de toute façon, s'il y a des cellules tumorales qui passent dans la circulation, elles ne trouveront pas des hôtes dans la périphérie. C'est une supputation. Pour l'instant, il n'y a aucun patient, et ça fait maintenant depuis 2014 qu'on traite les patients, il n'y a aucun patient qui a présenté des métastases à droite ou à gauche de glioblastome. Mais par contre, on a en effet toute une série de biomarqueurs qui sont en analyse juste avant ouverture de barrière et juste après ouverture de barrière pour voir si au contraire on ne libère pas des microbouts d'ARN et qui seraient des critères intéressants parce que sinon on en voit très très peu. Donc grâce à l'ouverture, on pourrait en voir plus et on pourrait cibler les chimiothérapies en fonction de ces micro-ARN messagers qui nous caractériseraient mieux la tumeur. Merci beaucoup, bravo encore une fois pour cette avancée qui paraît majeure. Merci.